Je pense qu'on peut applaudir nos conférencières. Merci. Et puis on s'assied. Voilà. Ok. Alors, quand on a réfléchi à la conférence de lancement de l'événement, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire quelque chose de trop technique. On voulait symboliser un peu la rencontre entre mouvement tiers-lieu, mouvement des makers et prendre un peu de hauteur. Et je suis ravi, du coup, de vous réunir toutes les trois pour cette conférence. Donc, Camille, tu vas te présenter tout à l'heure. Tu es designeuse. Voilà. Tu es docteur en esthétique et design. En tout cas, c'est voilà, c'est la définition qu'on a reprise. Catherine, tu es secrétaire générale du réseau national des ressourceries et recycleries. Et Élodie, tu es aussi designer couleur. Alors, on dit designer ou designeuse, je ne sais pas trop là. Oui, aïe. Ouais, ok. Bon. Oui, parce que Camille, tu es designeuse. Vous avez mis designeuse, why not? Ok, d'accord. Bon, j'ai essayé de ne pas m'empêtrer là-dedans. Ok. Et donc, on va commencer cette conférence sur la question des objets et du prendre soin des objets et de nous, par la même occasion. On dit que les tiers-lieux, ce sont des espaces que se donne la société civile pour faire en commun. Cette phrase, en fait, c'est la phrase qui commence le manifeste des tiers-lieux qu'on est en train de décrire tous ensemble à l'Association nationale et que vous pouvez retrouver également sur le site, qui est un manifeste qui est en cours d'écriture et qui sera adopté au printemps à l'Assemblée générale de l'Asso nationale. Et donc, on a des lieux citoyens, on a des initiatives de citoyenneté qui sont fortes, qui se développent sur les territoires. Mais la spécificité des tiers-lieux, souvent ce qu'on nous dit de l'extérieur, c'est que ce sont des lieux dans lesquels se sont développées aussi des activités de production. Et que c'est peut-être l'une des originalités intéressantes qui ont émergé avec le mouvement tiers-lieux, et que la question du faire ensemble, elle est centrale aujourd'hui dans ces lieux-là, et c'est ce qu'on va essayer d'étudier maintenant. Alors, peut-être commencer par la question du design, puisqu'on a deux designers qui sont présentes avec nous, et je pense que ça va être plus simple si vous prenez les micros. Moi, j'ai un petit truc pour changer des slides s'il y a besoin. Et que je me tourne vers toi, Camille, et que dans ton ouvrage, que je n'ai pas mis sur la table, je m'en excuse d'ailleurs, je devrais en avoir un. Tu n'en as pas un à côté de toi? Non. Bon. Ok, il est disponible dans le stand du But de Moi. J'ai mis une slide. Voilà. Je sais pas, tu contrôles les slides? Je sais pas si on peut dire oui. J'ai un truc, c'est marqué danger sur mon truc, donc je sais pas si c'est bien. C'est ça le bouton vert, le gros. Je dois le tenir. J'ai appuyé dessus, voilà. Et 3 secondes, d'accord. Bon, on va parler du rôle du design. Grand plaisir. Du coup, voilà. Alors pourquoi le designer est important dans ce processus de production, de fabrication, et toi qui as écrit un ouvrage qui est donc Design pour un monde fini. Ça marche pas. Bon, on est d'accord, ça marche pas. Hein. Bon. Je sais pas, on nous a dit bouton vert. Celui du haut. Ah, qui n'est pas un bouton. Ok. Ça. Voilà. Bon, c'est fini. Ça va être plus facile. Voilà. Bon, Camille, je te laisse la parole donc, pour présenter ton ouvrage Design pour un monde fini. Et tu peux nous dire un petit peu, parce qu'on voit que c'est un ouvrage qui circule beaucoup dans les communautés, dans les lieux, qui se passe de main en main. Voilà, donc voilà, si tu peux nous présenter un peu le contenu de cet ouvrage. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Camille Bosquet, je suis designer, enseignante-chercheuse, je suis prof à l'École Boulle et à l'ENSI. Et donc, j'ai publié ce livre un peu avant l'été, Design pour un monde fini, lexique à l'usage de celles et ceux qui veulent maintenir l'habitabilité du monde.
Gros programme. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que c'est un livre qui en effet peut-être intéresser certaines et certains d'entre vous. Là je vous ai mis la table des matières pour que vous voyez un petit peu les différentes thématiques. Donc l'idée c'est que c'est un lexique, donc il y a 26 notions qui se répondent, qui fonctionnent un peu en chambre d'écho et qui permettent de traiter à la fois de manière théorique et aussi pratique différentes questions, différents enjeux que les designers à mon sens ne peuvent plus contourner aujourd'hui. Donc pour répondre à un peu la thématique, je me permets de prendre la manette. La thématique d'aujourd'hui, prendre soin, une des grosses questions donc, qui me guide dans ce livre, c'est l'idée de maintenir l'habitabilité du monde, à la fois pour nous, êtres humains, mais aussi plus généralement pour tout le vivant. C'est une question qui en effet anime les designers, je pense, depuis longtemps. Ça, c'est peut-être pour une sorte de petit point historique. Enfin, pour le dire rapidement, le design naît avec la révolution industrielle. Le design, historiquement, est vraiment lié à la production de masse, au capitalisme. Et c'est aussi justement parce qu'il est à cet endroit-là que la question de sa responsabilité se pose. Et se pose encore aujourd'hui. À ce propos, donc là j'ai mis des livres de William Morris. William Morris, c'est le mouvement des arts and crafts, donc un mouvement critique de l'industrie. William Morris a beaucoup lu Karl Marx notamment. Et donc voilà, il pose des questions sur la manière dont on peut produire sans aliéner ceux qui sont aux commandes des machines et sans détruire totalement notre monde. Bon, je caricature à grands traits. Cette question de la responsabilité du designer, elle a pas attendu les rapports du GIEC, etc. pour se poser. Un des trucs aussi qui a compté pour moi, vous vous souvenez peut-être du discours des jeunes diplômés d'AgroParisTech en 2022 qui se posaient la question de la façon dont ils allaient pouvoir justement exercer leur métier d'ingénieur dans le monde aujourd'hui, leur rejet de cette idée de la croissance verte, donc qui une sorte de crise de la vocation aussi pour ces métiers-là. C'est quelque chose que moi j'entends aussi dans les discours des étudiants et étudiantes que j'ai devant moi tous les jours, que ce soit à l'école Boulle ou à l'ENSI, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que designer, en tant que jeune designer, pour trouver notre place dans ce monde et pour donner du sens à notre métier. Bon, ça c'était une petite citation un peu positive que j'ai mise aussi dans le bouquin. Voilà, on traverse une période de crise, une période d'instabilité, mais on peut aussi, il me semble, en faire quelque chose de positif. Connaître ses limites, mais en faire quelque chose de positif. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Ah oui. Design pour un monde fini, le titre de mon livre, est un clin d'œil au titre du livre de Victor Papanek, qui est un ouvrage qui est beaucoup relu en ce moment. C'est un auteur designer des années 70. Design pour un monde réel, quand il publie ça, c'est quelques temps, enfin c'est à la même période que le rapport Meadows sur les limites à la croissance dans un monde fini. Et il appelle ça donc design pour un monde réel parce qu'il s'interroge sur, il nous invite à considérer plutôt nos besoins réels que justement les besoins factices qui seraient soufflés par l'industrie, par la société de consommation. Donc ça c'était un peu des livres aussi, des références à aller voir. Je vais pas parler trop longtemps, vous inquiétez pas, après je... T'inquiète pas, vas-y, tu peux. On a même commencé un peu avant. Donc, okay. Non, une des grandes idées aussi importantes peut-être à poser d'entrée de jeu. Aujourd'hui, on ne peut plus. Ah, ça c'est parti. On peut plus travailler à partir d'une page blanche. On doit faire avec ce qu'on appelle des communs négatifs, qui sont tout ce dont on hérite, qui sont les déchets de production de la société industrielle notamment. Et il me semble qu'en tant que designer, ça fait partie des choses qu'on doit peut-être sûrement prendre en charge, en tout cas on ne peut pas ignorer. Petite référence à aller voir pour ceux que ça intéresse, le travail du studio de design Maximum, qui est en région parisienne, où ils travaillent justement à partir des excédents de la production industrielle pour fabriquer différents
différents objets en traitant du coup ces déchets-là. Là, c'est un exemple d'une chaise qui s'appelle la chaise Graven, qui est faite à partir de filaments en plastique qui sont refondus et qui sont en fait sourcés auprès d'une industrie de plastique. Voilà, on peut aussi penser au travail de Precious Plastic. Enfin, là, j'ai vu dans le hall qu'il y a des personnes qui présentent un outil pour broyer des bouteilles en plastique. Enfin, ça, c'est le genre de projet, justement, en tant que designer. Dave Hackens, c'est un designer qui a du sens aujourd'hui avec ce projet un peu global de différentes machines qui permettent de traiter les déchets plastiques qui encombrent la surface de notre planète. Comment catégoriser ces plastiques, comment les trier, les reconnaître, et puis ensuite différentes machines pour produire à nouveau des objets qui ont du sens et de la valeur avec ces déchets-là. Donc ça, c'est des machines développées en open source où tout est extrêmement bien documenté sur une plateforme en ligne. Donc il y a aussi... on va peut-être en reparler sur la question des communs. Enfin, l'idée que le designer aujourd'hui est aussi au bon endroit pour donner accès à des solutions ou à des outils pour une communauté plus large. Donc voilà le type d'objet Precious Plastic. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Ouais, un autre truc dont on pourra discuter aussi, l'idée que les pratiques du design se décollent de l'industrie, que du coup on va avoir, et justement grâce aux tiers-lieux de fabrication, Fab Lab et autres lieux de ce type, des espaces qui vont être investis par des designers, des artisans ou des makers au sens plus général, pour justement fabriquer, être en autoproduction et être du coup dans des modèles économiques qui sont un peu décollés du modèle industriel ou un peu émancipés, puisque c'est un des termes d'October Make, émancipés de l'industrie. C'est le cas, notamment Maximum par exemple dont je parlais. Ils sont en autoproduction de leurs pièces. Ça veut dire qu'ils ont aussi la capacité de gérer une production à la demande, donc d'objets qui vont être des pièces uniques, mais en série, en petite série, ou en tout cas ils ont vraiment aussi non seulement le contrôle de ce qu'ils conçoivent, mais aussi de la manière dont ils le produisent et dont ils le diffusent. Un autre exemple chouette, en fait je suis un peu fan de Maximum en ce moment, donc du coup c'est leur dernier tabouret qui est fait à partir en fait de petits morceaux de billets de la Banque de France broyés, parce que la Banque de France génère une quantité de billets qui sont pas tout à fait dans les normes et qui sont du coup qui viennent des déchets. Donc en fait ils ont fait un partenariat avec la Banque de France, ils récupèrent les billets qui ne sont pas aux normes et ils les compactent pour faire ce tabouret. Et en fait, comme nos billets sont recouverts d'une fine couche de matière plastique un peu qui les rend très solides, ils n'ajoutent pas d'autres matériaux, et rien que le simple fait de compresser et de faire fondre cette fine couche de pellicule plastique permet déjà de solidifier et donc de donner forme à cet objet qui raconte une manière de faire avec ce déchet, cette ressource qui est là. Comment on fait pour faire marche arrière ? Voilà. Donc ça, c'est le genre d'exemple que je parcours un peu, que je donne dans mon livre. Et un des trucs aussi de mon bouquin, c'est que je donne à la fois, j'illustre chaque notion avec justement des exemples concrets et aussi des ressources bibliographiques de textes pour aller plus loin. Et donc dans le reste de l'échange, j'ai aussi prévu d'autres trucs avec des conseils de bouquins et tout. Mais je vais quand même laisser la parole aux autres. Oui. Merci Camille. D'accord. Alors en fait, ton livre, c'est un lexique, c'est ça ? Il se présente un peu sous cette forme-là. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que comment tu l'as conçu, c'est-à-dire dans quelle intention ? C'est quoi l'intention en fait ? C'est vraiment un livre que j'ai écrit en pensant à mes étudiants et à mes étudiantes, ceux que j'ai eus et ceux que j'aurai, pour les outiller. C'est pratique et théorique. L'idée, c'est d'avoir vraiment des outils, d'identifier des termes qu'on entend, qui circulent beaucoup, qui sont soit du jargon, soit à la mode, soit plus fondamentaux. Et de s'appuyer là-dessus pour justement comme des portes d'entrée pour aller plus loin, pour comprendre un peu différentes manières d'exercer le design aujourd'hui, quoi. Alors on est, comme je disais tout à l'heure, on était à Toulouse la semaine dernière, on nous a dit mais les tiers-lieux, qu'est-ce que vous jargonnez, c'est pas possible. Alors je pense que dans le mouvement des espaces du fer, c'est un peu la même chose. Donc il y a aussi cette intention de transmettre, d'ouvrir un petit peu. On parle d'émancipation, mais du coup la question que j'ai envie de poser
peut-être à toi Camille, puis aussi à toi Élodie, c'est est-ce que c'est quand même pas quelque chose, ça nécessite pas une expertise quand même assez forte, tout ce dont on est en train de parler, et est-ce que finalement cette promesse de dire on va ouvrir les portes d'un Fab Lab, est-ce que c'est en ouvrant simplement les portes qu'on devient un designer, ou c'est quoi cette tension qui habite aujourd'hui le mouvement ou le design sur cette question de l'ouverture et de l'émancipation? Je vais peut-être passer la parole quand même. Vas-y, si tu veux. Non, vas-y. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Élodie Gobin, je suis designer couleur. Je suis en charge donc de la couleur sur les projets d'aménagement et de réhabilitation architecturaux pour les espaces publics et collectifs. Juste pour la petite parenthèse. Sur cette question, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord peut-être rappeler le champ du travail du design et du designer. Là, on a un focus très objet, mais je voudrais juste, peut-être parce que c'est pas clair pour tout le monde, le designer, c'est à la base l'architecte des objets. Camille expliquait que le designer est né à partir de la révolution industrielle, enfin, en tout cas la manière de concevoir, mais qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on trouve les réflexions du design implantées jusque dans les politiques publiques, dans les administrations. On le retrouve dans la création de services. Et en ce sens, je trouve qu'on peut faire un parallèle avec les Fab Labs parce que les designers créent aussi des communs et se retrouvent dans des espaces, dans des environnements en œuvrant pour l'intérêt général et pour les services publics. Donc je trouve que c'est intéressant aussi cette question de l'émancipation, elle vient aussi de là où on met son focus sur la manière dont le designer travaille et sur ce qu'il produit. Le designer ne produit pas que des objets, il peut produire une forme de facilitation, il peut produire de la réflexion sur de l'organisationnel. C'est le cas aujourd'hui beaucoup, on parle beaucoup des designers intégrés au service public et à l'hôpital qui clairement ne produisent pas toujours des objets. Donc j'avais juste envie de refaire cette petite parenthèse sur le rôle du designer et à quoi il sert. Quand on prend le focus sur l'objet, la question se pose toujours de peut-on être un designer quand on pousse la porte d'un Fab Lab et le devient-on? Oui. Ça dépend comment on voit le designer. Encore une fois, quand on parle du produit et de l'objet, il y a plusieurs manières de l'aborder. On peut se considérer comme designer en ayant une pratique plutôt artistique. C'est souvent par là qu'on voit le prisme du design, la création d'un bel objet. Néanmoins, on a tous plutôt en tout cas les gens qui ont eu un parcours qui ont fait des études de design, cette vision que le design est un processus de conception qui intègre les usages et les usagers. À ce titre, je voudrais partager une définition que j'aime beaucoup, je l'ai notée, pas là, parce que je ne la connais pas par cœur, du design, une des définitions que je trouve les plus fortes en ce moment, qui est la définition de Marie Coirier, qui a été designer à l'hôpital pendant très longtemps, et qui dit que, si je le retrouve... Bon, peu importe, mais en tout cas, elle dit que le design, c'est exprimer une idée avec force, concevoir une... Bon, je vous le redirai après quand je la retrouverai, mais... Mais en tout cas, la définition d'aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut parler juste du produit et de l'objet pour sa qualité esthétique, mais on peut aussi parler du principe de conception qu'il y a derrière. Et bien sûr qu'on peut se sentir capable de produire un objet quand on rentre dans un Fab Lab, et tant mieux. Et que ce qu'on s'appelle designer ou pas, peu importe. L'idée, c'est d'avoir les outils, l'espace et la possibilité de concevoir quelque chose. Il n'y a pas forcément d'image. C'est juste que moi j'en avais de ce que tu disais en fait. Et du coup je me disais c'est cool, ça aurait pu illustrer. Mais c'est très bien. Et donc voilà, en tout cas cette question de devient-on designer quand on rentre dans un Fab Lab, si on estime qu'on peut concevoir un bel objet en étant néophyte, c'est ce qui est tout à fait mon point de vue, on pourrait éventuellement se considérer comme designer. Si on pense que le designer, c'est un concepteur qui prend en compte tout un tas de problématiques, notamment je pense très fort aux designers industriels qui essaient de concevoir potentiellement de nouveaux objets, si c'est utile et nécessaire, dans des contextes industriels qui sont extrêmement contraints, avec des points de vigilance partout sur pourquoi on conçoit, qu'est-ce qu'on conçoit, avec quels matériaux, dans quel contexte, avec quel cycle de vie du produit, avec quelle recyclabilité, avec quelle résistance au temps, etc. Le processus du designer en lui-même, quand on crée un objet
par cette démarche de A à Z est extrêmement complexe et à ce titre, je ne pense pas qu'on puisse intégrer toutes ces compétences et ces connaissances en rentrant dans un Fab Lab pour concevoir quelque chose. Donc ça, pour moi, ça pose la question de ce qu'on cache, ce qu'on entend derrière design, et ça pose aussi la question de pourquoi vouloir s'émanciper. C'est une pratique qui est une pratique qui demande dans certains contextes des compétences. On ne se dit pas, tiens, je regarde une vidéo sur une opération à cœur ouvert et puis je vais aller dans un bloc opératoire pour faire la même chose. En fait, les pratiques, on peut les apprendre, on peut s'y frotter, on peut expérimenter, et peu importe la casquette qu'on porte, le tout c'est d'être humble et OK avec ce qu'on va chercher à faire dans les espaces dans lesquels on se trouve, à mon avis. Et alors, Élodie, justement, sur cette question de la production, toi tu es tu l'as dit tout à l'heure, designer couleur, et donc j'avais envie d'élargir un peu, que tu puisses nous parler de ta pratique, et notamment aujourd'hui pour toi, c'est quoi concevoir, produire, distribuer à l'ère de l'effondrement écologique? C'est quel sens ça a? Comment toi tu intègres ça dans ton travail quotidien autour de la couleur, si tu pouvais nous en dire quelques mots. Et je vais essayer de passer quelques images, mais franchement, voilà. Tu peux le faire. Ouais, bah écoute, essaye, hein, mais voilà. Je vais essayer. Ce qui est intéressant d'abord, la première chose à dire, c'est que clairement, la couleur, c'est pas une priorité. On est tous d'accord, il y a 1000 autres choses à penser avant la couleur. Peut-être est-ce qu'on peut revenir en arrière avec cette chose, avec le bouton rouge? Voilà. C'est pas une priorité, et une des questions, c'était est-ce que le beau est intéressant? Est-ce que dans ce contexte, il faut encore penser au beau, au confortable, à l'agréable? On peut décider de ne pas le faire. On peut décider que les urgences sont ailleurs et qu'on ne va pas le faire. Est-ce qu'on va vivre bien? C'est toujours un peu la question de la pénibilité de la situation dans laquelle on se trouve et comment on y répond. La couleur, c'est à la fois partie du problème dans le contexte dans lequel on est, mais ça peut être aussi une toute petite partie de la solution. C'est-à-dire que la couleur, aujourd'hui, dans la production de produits notamment, elle a longtemps été responsable du renouvellement des objets, de collections qui passent, notamment dans la mode, des couleurs de la saison, de l'objet qui n'est plus dans les couleurs de la tendance, par exemple. Donc elle a longtemps fait partie du problème, et elle fait toujours partie du problème potentiellement de cette surconsommation. Et d'un autre côté, la couleur, elle a aussi cet enjeu aujourd'hui, en tout cas de la manière dont moi je la travaille, de pouvoir réparer, réhabiliter en quelque sorte. Alors évidemment, je prends un exemple tiers-lieu, facile, oui. mais elle a aussi des pouvoirs. Quand je dis qu'elle peut faire une petite partie de la solution, c'est qu'elle peut, pour éviter de surconsommer des espaces ou des objets, ça marche, peu importe l'exemple, elle peut permettre de renouveler, en tout cas de réparer l'esthétique, enfin réparer l'enveloppe et l'extérieur. Donc repeindre, par exemple, c'est un acte de prolongement de la vie de l'objet ou de prolongement de la vie de l'espace, qui va au-delà juste de le rendre de nouveau joli, mais qui peut aussi parfois restaurer son usage. Je pense à une chaise en métal, par exemple, qui rouille, on la décape, on la repeint, on prolonge son usage et en même temps on lui redonne un côté peut-être plus désirable. Donc il y a une question comme ça qui se pose par rapport à comment les objets continuent leur vie et comment est-ce qu'on change aussi, mais on en parlera après peut-être notre point de vue là-dessus. Se pose aussi la question quand on traite la couleur, et c'était aussi l'introduction de Camille de parler de tous ces ce que moi j'appelle les néo-matériaux qui ont une nouvelle esthétique et du coup qui apportent une nouvelle réflexion sur la couleur, que ce soit dans l'architecture, dans les objets, dans le graphisme, peu importe, dans les choses qu'on produit en tout cas, où on se rend compte que les matières, l'exploitation de déchets d'origine plastique et ou naturelle sont des nouveaux réflexes en fait qui sont apparus déjà il y a une quinzaine d'années, mais qui commencent à peut-être, on ne parlera pas des gobelets de l'Assemblée nationale, qui peuvent peut-être... il y a un sujet, je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. de gobelets qui étaient censés être en 100% carton, qui en fait sont remplis de plexiglas, contrairement à ce qui est annoncé par le fabricant. Mais bon, il y a des éléments de solution qui sont apportés, pas toujours parfaites, malheureusement. Mais donc la couleur du matériau naturel aussi fait partie des choses qu'on intègre dans notre paysage, et de plus en plus, et tant mieux. Et ça participe aussi parfois à ces matériaux qu'on exploite, parce qu'on exploite des matériaux qui sont aussi disponibles dans les Fab Labs. Quand on transforme des matières existantes, le bois fait souvent partie des choses avec lesquelles on a facilité à concevoir, probablement plus que le métal, et
peut-être mieux que le plastique. Donc ça fait partie aussi des nouveaux paradigmes dans l'idée de la conception d'un objet ou d'un espace. Il y a aussi la nouvelle manière de traiter des matériaux ancestraux. Par exemple, ici, c'est le travail d'impression 3D d'un collectif de designers belges qui travaillent la céramique en impression 3D. C'est un projet assez ancien, mais je trouve que ça parle aussi de comment est-ce qu'on utilise les ressources qu'on connaît depuis longtemps, qui sont plus ou moins vertueuses, en tout cas, qui sont d'origine naturelle et avec lesquelles on sait faire, on sait recycler, on sait travailler avec de nouvelles formes et de nouvelles esthétiques. Je trouve que ça fait partie aussi de la manière dont les matériaux et la couleur n'est jamais décorée des matériaux évidemment, mais comment est-ce qu'elle peut évoluer, comment elle évolue, et puis avec des recherches qui combinent peut-être un peu les deux, d'un projet que j'aime beaucoup, qui a été monté à Arles à partir des algues invasives de la baie de la Camargue pour créer du fil polymère qui permet de faire de l'impression 3D et qui du coup recycle aussi un peu l'esthétique notamment d'une forme d'esthétique qui peut émerger des centres de fabrication, qui est cette esthétique de l'objet en dépôt de fil, qui est souvent aussi qui commence à devenir très normée dans ce qu'il apporte. Je ne sais plus ce que j'ai mis après. Oui, un des autres enjeux, si j'arrive à revenir en arrière, c'est aussi d'accepter, on en avait aussi un peu parlé en préambule, mais c'est aussi d'accepter la patine de l'objet, le fait que la couleur, elle s'en aille. L'ère du tout plastique nous a très très mal habitués à l'objet lisse, brillant, extrêmement, qui a l'air, l'objet neuf en fait, le sentiment de l'objet neuf. Bien sûr que ça n'empêche pas d'être attaché à des objets vintage et à avoir cet attachement à des objets plus anciens, mais en tout cas accepter que même un objet en plastique, même un objet peint, même un objet neuf se patine et n'aura pas la même esthétique que l'objet des années 70 et pas non plus la même forme de patine. Ça fait partie des choses pour lesquelles, si je parle trop, vous m'arrêtez. Ça, c'est typique des intervenantes. Hein. Mais j'ai jamais ça avec des hommes. Hein. Pour je t'en prie. La couleur, l'apparence esthétique extérieure, en tout cas, peut avoir un rôle à jouer et joue un rôle aussi. Et ça fait partie des nouveaux paradigmes potentiellement qu'il faut accepter. Le vieillissement différent de l'objet qu'on acceptait très bien avant. En fait, pour moi, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on produit, c'est comment est-ce qu'on arrête de produire des nouveaux objets et comment on ne crée pas le déchet. Enfin, on peut faire plein de projets avec des matières recyclées, mais j'aimerais mieux qu'on n'en fasse pas, en fait. Et toi, dans ton travail sur cette question de la patine et de l'évolution de la couleur, c'est des choses que tu anticipes dans le travail que tu as avec tes clients, ou comment tu abordes cette question-là ? Alors, pour redonner un tout petit peu d'éléments de contexte, mes clients, c'est en général des commanditaires publics, puisque je travaille avec des architectes sur des réponses de marché public. Et c'est un contexte dans lequel c'est extrêmement difficile d'apporter une réponse idéale. Évidemment qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il reste des concepteurs, que ce soit des architectes, que ce soit des graphistes, que ce soit des designers produits ou au sens plus large des designers, qui n'intègrent pas cette question de la durée de vie des matériaux, qui n'intègrent pas cette question de l'éco-conception. On a au moins toutes les deux fait nos études dans des moments où c'était l'émergence de ces questions et où évidemment ça fait partie de nous. Donc je pense que tout le monde intègre ces questions. La réalité derrière, c'est comment est-ce qu'on propose une matière. Alors sur le vieillissement, ça fait aussi partie des enjeux parce que les nouveaux matériaux, parfois le retour à certains matériaux naturels ou la conception de nouveaux matériaux à partir de déchets n'ont pas les mêmes résistances. Donc dans des bâtiments extrêmement mis à l'épreuve de l'usage, comme peut l'être une école ou un hôpital, se pose toujours la question de comment est-ce qu'on fait évoluer les mêmes matériaux, comment est-ce que les pratiques d'entretien, de maintenance, elles s'adaptent aussi à ces espaces. Donc moi, j'essaie toujours d'intégrer, avec la volonté de l'architecte, des matériaux qui sont moins issus de la pétrochimie quand c'est cohérent, parce que parfois, il ne faut pas se mentir, si on sait qu'un sol, on va le changer dans 10 ans, et ben, la réponse du plastique est parfois la meilleure. Il faut aussi être cohérent avec le contexte dans lequel on se trouve. J'essaie toujours d'intégrer les équipes techniques dans les projets sous forme de concertation pour pouvoir réfléchir à qui va s'occuper de la maintenance, parce qu'un beau projet, on le voit tous, de marquage au sol dans les centres-villes, c'est beau, c'est séduisant, c'est utile, ça nourrit
nourrit une identité, ça nourrit du marketing territorial, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient? Qui l'entretient? Et si on pense pas, c'est exactement comme un produit, si on pense pas à la question de la durée de vie de la couleur dans un espace, en fait, très vite, on va revenir barbouiller un mur pour lequel le travail avait été fait d'une conception de couleur mesurée qui correspond aux usages par autre chose qui n'a plus rien à voir. Et parfois, c'est pas grave. Parfois, ça donne des espaces 4 saisons avec des trucs qui sont des cacophonies et qui sont pas agréables dans le travail. La dernière chose dont je voulais parler. Oui, je voyais que tu avais une dernière idée que tu voulais. Sur la couleur. Avec ta pâte à fixe. Ouais, avec la pâte à fixe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'était une révolution dans les années 2010, je pense. C'était la pâte à modeler durcissante qui permet de tout réparer, et notamment les objets en élastomère, parce que c'est difficile de revenir 15 ans en arrière, hein, mais c'était le moment où on avait on commençait à avoir tous nos câbles de téléphone, d'ordinateur, etc. Et donc ce truc, c'était. On les a toujours, non? On les a toujours, mais sauf oui. que ça a disparu. Ouais. Cette matière soi-disant magique qui nous permettait de tout réparer, parce que c'était une pâte à modeler durcissante qui était souple et qui permettait d'apporter des menus réparations. C'était en fait cette idée qu'on allait prolonger la vie de l'objet en les réparant que je trouvais plutôt intéressante et qui a été reprise beaucoup de fois, et notamment par un collectif de designers. Je pense Camille connaît très bien, qui s'appelle 55 Designers, qui travaillait cette question-là en 2004, donc autant vous dire que ça date, sur la seconde vie des objets et la réparabilité, qui est aussi une autre forme de prolongement de la vie de l'objet et d'intégration de la couleur dans un objet. Et je crois que j'avais une dernière illustration de ce concept, non, c'était celle d'avant. Non, c'est pas Ikea, c'est ce que tu voulais. Ouais, non, c'est pas pas Ikea que je voulais dire. C'est juste que, en fait, l'industrie se pose cette question. Alors là, on sort un peu de la couleur, on parle de la réparabilité, mais comment est-ce qu'on prolonge la vie des objets, comment on prend soin des objets? Et aujourd'hui, je suis un peu pessimiste parce que justement, ce projet, c'est une illustration qui n'a pas fonctionné de comment est-ce que des designers peuvent s'emparer de cette question de l'objet, du prolongement de l'objet, qui pourrait relier très bien à la question de la fabrication sur des écosystèmes de centre-ville. C'est une machine à laver qui avait pour vocation d'être 100% réparable, démontable et évolutive, et qui n'a pas rencontré de partenariat industriel suffisant, malgré des compétences exceptionnelles de la part de leurs concepteurs, malgré des engagements financiers pour le développement, et qui en fait montre qu'on n'est plus capable de produire des objets qui sont réparables, avec une esthétique qui potentiellement évolue, avec un travail de repeinture par exemple. C'est assez compliqué aujourd'hui dans ce qu'on fait dans les objets de retraiter la couleur dans un second temps. C'est assez compliqué de renouveler, remettre à neuf les objets qu'on produit. Ce qui était hyper fort dans ce projet-là, c'était aussi toute la dimension justement dont tu parlais tout à l'heure, de services associés à la conception de l'objet, une réflexion vraiment sur l'usage. Et ce qui marchait bien dans leur scénario, c'était de se dire, en fait, c'est comme une machine à laver qu'on louerait, enfin, on paierait tous les mois un certain prix qui nous permet d'avoir à tout moment, en cas de pépin, quelqu'un qui vient, qui répare et qui maintient le fonctionnement de la machine ou qui l'a fait évoluer en fonction de nos besoins, etc. Mais je pense que là où ça a bloqué avec les industriels, c'est que justement ça représentait aussi une trop grande évolution aussi pour le marché classique. Enfin, et du coup une prise de risque qui était pas soutenable pour eux. Et juste pour rebondir, du coup, alors la bonne nouvelle, c'est que ce projet, il a permis de mettre en place la loi je pense une loi halte à l'obsolescence programmée, qui a fait quand même évoluer la conception de nos objets. Mais c'est un peu la même chose sur la couleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait faire de la couleur propre. La couleur, c'est issu de la pétrochimie, beaucoup, tout le temps, quasiment. Ça fait partie des composants qui restent les composants les plus polluants des objets qu'on produit. Et il y a une entreprise qui s'appelle Pili, qui est en train de travailler sur le développement de couleurs qui n'est pas produit à partir de pétrochimie, donc un développement industriel extrêmement fort, et qui se retrouve un peu comme dans ce contexte, si on extrapole, mais confronté au lobby des fabricants de pigments, donc des gros fabricants de chimie qui ne veulent absolument pas du tout qu'on leur pique leur marché de couleurs pétrochimiques. Donc en fait, ça va bien au-delà, on parle de couleurs, c'est assez superficiel et ça peut paraître assez léger, mais en fait ça regroupe des problématiques actuelles qui sont bien ancrées et complexes. C'est pas du tout superficiel. D'ailleurs, en préparant la conférence, j'ai passé mon temps à expliquer à Elodie que c'était pas du tout superficiel, le travail et le thème que tu as choisi, la couleur. Et alors on pourra faire un débat sur le design dans les tiers-lieux et le design des objets, puisque
Élodie râle beaucoup, vous la connaissez pas, mais moi je la pratique quand même souvent. Et elle râle beaucoup sur l'esthétique des tiers-lieux, l'esthétique de la palette. Vous voyez, toutes ces récup qu'on fait dans les lieux qui finalement ne sont pas si durables que ça, ni confortables d'ailleurs. Ça, c'était un point de vue personnel. Je voulais quand même, puisque vous commencez à l'aborder, te donner la parole, Catherine, sur les questions de comment on fait système avec toutes ces initiatives, toute l'ingéniosité qu'on voit qui est mise dans ces process. Et aujourd'hui, comment s'organise en fait ce secteur de la réparabilité qui veut travailler sur ça. Est-ce que vous travaillez avec les industriels? Est-ce que c'est facile? J'imagine que non. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, je voudrais réagir sur... Merci beaucoup pour vos interventions très inspirantes. Il se trouve que j'ai eu longuement Christopher Santerre au téléphone il y a 2-3 ans où j'étais au chômage et je cherchais un projet pour m'occuper. Donc je me suis dit, ça c'est quand même génial. Cette machine à laver, elle a pour vocation de sortir de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire d'être en pérennité programmée, c'est-à-dire de durer ce que durait le frigo de ma grand-mère. Bon, sinon ma grand-mère, j'ai eu 20 ans chez moi. Hein. Enfin, vous ne gardez pas 20 ans un frigo maintenant. Hein. Donc c'est une machine à laver qui devait durer 20 ou 30 ans, en fait, enfin, ce qui n'existe pas. C'est un scandale, en fait. Enfin, excuse-moi, c'est scandaleux qu'elle ne soit pas sur le marché. Et d'ailleurs, quand ils ont fait un appel à faire du préachat, avant même que la machine soit terminée, ils ont fait un appel à des clients potentiels, donnez-nous 800 € et puis on vous livrera un de ces 4 la machine quand on aura fini. En 15 jours, ils ont levé 30 000 €. Donc tout le monde l'attend, cette machine à laver. Donc pourquoi elle ne vient pas? Parce que le capitalisme industriel avide de profits rapides n'a aucun intérêt à mettre cette machine sur le marché. Voilà. Donc là, on est vraiment incarcéré dans un modèle capitaliste avide de profit qui n'a aucun intérêt à produire ce genre d'objet-là. Donc voilà, on parle des problèmes systémiques, on y est là. Alors, moi je voulais réagir sur parce qu'il se trouve que j'ai une expérience personnelle avec une designeuse, donc du coup j'ai peut-être commencé par là. Il se trouve que j'ai dirigé un groupe Emmaüs de 2015 à 2020 qui s'appelle Emmaüs Alternative, et que un jour arrive cette jeune designeuse, Eugénie de la Rivière, que vous connaissez peut-être, qui a fondé Les Résilientes, et dit ouais, elle va s'installer 6 mois dans l'atelier puis pour voir ce qu'on jette. Est-ce qu'on peut la laisser faire? Je dis, bon, laissez-la faire, c'est ce qu'elle veut. Hein. Et au bout de 6 mois, ça y est, elle est prête, elle va vous présenter une collection. Bon, ok. Et là, elle avait récupéré, enfin, on faisait beaucoup de textiles, hein, donc on jetait un nombre de cintres par jour en métal incroyable, et elle avait fait toute une collection de luminaires à partir de ces cintres, où elle avait réfléchi le fait que j'avais beaucoup de salariés en insertion qui ne parlaient pas bien le français. Donc elle a pris en compte le fait que les gens ne parlaient pas bien le français, le coût, le temps de fabrication, le prix de vente, etc. Et puis elle a fait des objets, c'était magnifique. J'ai dit, c'est génial, je l'embauche. Et à l'époque, on n'embauchait pas les designers en CDI dans les associations. Donc tout le monde faisait des petites interventions ponctuelles. Et moi, je me dis, bon, c'était son projet, donc il n'est pas question qu'on lui vole son projet. Et d'autre part, je me dis, c'est elle, quoi, avec toute sa pensée, etc. Et on était donc dans un chantier d'insertion, et l'insertion, c'est vraiment un mot atroce, en fait. Hein. C'est-à-dire, on dit, essayez de vous insérer dans la société, là, ce qui reste une petite place pour vous, quoi. Ce qu'elle a démontré au travers de ce projet, c'est que pour moi, le design, ça crée des nouveaux possibles, en fait. C'est l'anti-insertion, quoi. Parce qu'au final, elle a embarqué nos salariés en insertion dans cette aventure-là. On a trouvé des sous pour la financer, mais à la fin, on a eu un contrat d'1 million € avec le Crédit Lyonnais pour faire des tabourets à partir de livres et puis des tentures à partir de pulls Bompard troués. Bon. Donc, ça a créé des possibles financiers aussi, parce que du coup, par rapport au modèle économique des chantiers d'insertion sur l'emploi, c'est chaud. Voilà. Donc ça, c'était les possibles. Et puis, voilà, moi, je me suis retrouvée dans des situations où il y avait la directrice artistique de Bompard qui était en train de discuter avec une salariée en insertion de ce qu'elle pouvait faire avec son pull. Bon, voilà, des moments un peu magiques de monde qui ne doivent pas se rencontrer et qui se sont rencontrés au travers de ce projet. Par rapport à la couleur, quand vous dites oui, c'est peut-être pas la priorité, moi je trouve que c'est vraiment important. Il y a des choses qui sont inutiles mais indispensables. Voilà. On n'est pas dans le registre de l'utilité, quoique, enfin j'y connais pas, vous êtes expert du sujet, mais je trouve qu'aujourd'hui on est incarcéré dans l'utilitarisme et du coup avec des chiffres derrière, il y a des choses, la culture, l'amour, voilà, c'est indispensable, ça se met pas en chiffres, c'est pas utile, je sais pas, mais en tout cas on peut pas vivre sans.
Alors, mon propos sur comment faire système, la notion de prendre soin. Je vais vous ressortir une petite image que j'avais sortie récemment dans une intervention. Je disais, si dans 200 ans, nous avons, si l'humanité existe toujours sur la planète Terre, ou 500 ans, voilà, et que les humains qui sont là se penchent sur nous, voilà, et notre idéal de collectif, notre projet de société. Pourquoi qu'est-ce qui nous meut, quoi? Et qui découvrent que notre société s'appelait la société de consommation, ils se diront que waouh, ça volait pas haut, quoi. Alors société de consommation, société de destruction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que on ne peut faire système et réorienter collectivement le paquebot général là que si on change de projet de société, mais si on le nomme en clair. Donc effectivement, quand on retourne le gant de la destruction, on trouve le soin de soi, le soin des territoires, le soin du collectif. Je pense personnellement que le soin pourrait être une pierre d'angle d'une refondation d'un nouveau projet de société. Quand on a passé 50 ans, voire 100, 200 ans à détruire, ça pourrait être une bonne pierre d'angle. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on nomme en clair tout ça? Enfin, il faut savoir que le néolibéralisme là, qui nous conduit dans la catastrophe dans laquelle on est, c'était 5 économistes qui se sont enfermés dans une pièce en 1949, qui ont dit tiens, mais ça va pas si on voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi à notre portée, mais ce que je constate collectivement, et là, ça interroge aussi nos écosystèmes tiers-lieux et autres, de est-ce qu'on se pose pour travailler le sujet en fait. On œuvre beaucoup, on expérimente beaucoup, on fait plein de choses, mais si à un moment on veut que ça soit vraiment une alternative systémique, il faut bien pouvoir nommer un autre projet de société et le rendre, le diffuser, le partager et faire en sorte que ça fasse masse et que ça devienne une véritable alternative. Ce qui implique aussi de faire le tri. Vous disiez le fait de ne pas produire de nouveaux objets. Je ne sais pas si vous aviez vu passer au moment du Covid ce tableau assez génial de Bruno Latour, le sociologue, qui disait si tout est arrêté, c'est génial. Il fait un tableau en disant qu'est-ce qu'on arrête, mais définitivement, et qu'est-ce qu'on fait redémarrer. On fait le tri, quoi. Voilà. Hein, aujourd'hui, on pourrait faire le tri, notamment, on sait qu'il y a une pénurie de métaux rares, de métaux tout court. Est-ce qu'on a tous besoin d'un grille-pain chez soi? Enfin, c'est des trucs un peu basiques, mais enfin, on pourrait peut-être commencer par là, je ne sais pas. Mais on ne fait pas le tri, et c'est extrêmement bloquant aussi, parce qu'effectivement, dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tout n'est pas à jeter, bien évidemment. La santé, la culture, l'éducation, il faut bien faire un tri, mais pareil, où est-ce que... Bon, Bruno Latour, il a lancé son tableau, il y en a qui l'ont un peu rempli, mais on pourrait faire une grande convention citoyenne pour le tri, par exemple, hein, de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on doit arrêter, qu'est-ce qu'on doit développer. Alors, pour faire système également, un cap clair. Alors, par rapport à tout ce qui se passe dans nos lieux, alors j'ai entendu ce mot-là, nous, chez nous, on est une usine à burn-out, voilà, donc, je veux dire, la punchline est gratuite, je la récupérais, enfin, je ne veux pas en faire mon fonds de commerce. Qui a dit ça? Mais non, mais on en est tous un peu là. Grande empathie pour la personne qui a dit ça, parce que on a des modèles économiques, c'est un cauchemar, quoi. Tout le monde bosse beaucoup, s'épuise, et on n'a pas, voilà, et on se demande tellement on est peu doté en moyens. Le message qui nous est globalement envoyé, c'est que ce que vous faites n'est pas important. Voilà, c'est ça, quand on met des milliards d'euros sur des start-up dont 70% font faillite et puis qu'on est obligé de lutter dans nos lieux pour faire les fonctionner, on nous envoie clairement le fait que nous ne sommes pas fondamentaux. Or, il y a des productions institutionnelles, les scénarios de l'ADEME pour la neutralité carbone en 2050, que vous connaissez peut-être. Il y a 4 scénarios, je vous les pitch en 2 secondes. Un, la génération frugale, on va radicalement dans la sobriété. Petit exemple, plus de résidences secondaires. Waouh, c'est chaud. Deuxième, coopération territoriale, c'est-à-dire on va résolument vers la sobriété, mais quand même on discute avant, quoi. Enfin, je pitch vraiment caricaturalement. 3, la croissance verte, on en a parlé. 4, le défi réparateur, qui, comme son nom ne l'indique pas, est de dire on continue comme ça, mais ne vous inquiétez pas les gars, on va trouver la techno qui va vous sauver. En clair, c'est un suicide collectif. Voilà. Dans les 2 premiers scénarios, nos lieux là, qui sont considérés comme périphériques, tellement ils sont peu considérés dans le programme, le PLF 2025, c'est des lieux qui deviennent les pierres d'angle de la transformation. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut faire l'économie du partage, il faut de l'ancrage local, du circuit court, de la gouvernance partagée. Où est-ce qu'on fait ça? C'est dans nos lieux, quoi. Donc il y a quand même, l'ADEME a produit
des scénarios, des caps dans lesquels nos lieux ils sont fondamentaux. Et je pense que c'est pour faire système aussi, et pour se donner de la force, il faut être capable de s'appuyer sur ces productions, parce que moi je peux vous dire, ça je le ressors tout le temps. Alors l'ADEME, j'ai mis dans le scénario 1 et 2, c'est pas le réemploi lucratif, parce que nous on est quand même confrontés à l'explosion du réemploi lucratif par rapport au réemploi solidaire, qu'on incarne avec aussi Emmaüs, Envie, etc. C'est quand même fascinant, c'est nous qui faisons notre job, on est au pain sec et à l'eau, alors que les start-up qui se cassent toute la figure les unes après les autres et qui n'y connaissent rien, sont gavés d'argent. Voilà. Et je dis, mais dans le scénario 1 et 2, dont on sait qu'à l'ADEME, il est préféré, on est un modèle d'avenir. On est the modèle. C'est sur nous qu'il faut parier. Donc ça, il faut être capable de se donner de l'énergie aussi au travers de ces points de repère qui sont extrêmement importants. Autre point pour faire système. Autre point pour faire système, la démocratie. Voilà, mettre les citoyens citoyennes à la manœuvre. Ils y sont dans les tiers-lieux, les citoyens à la manœuvre. Ils font avec leurs petits bras musclés, etc. Et là, j'ai eu un échange très intéressant avec Cécile Duflot, parce que je suis de table ronde et je disais, je pense qu'on vit un momentum exceptionnel de l'histoire de l'humanité, qui n'a jamais eu avant, qui est que les décisions politiques qui sont prises ou qui ne sont pas prises engagent nos vies, celles de mes enfants, celles de mes petits-enfants, l'habitabilité de la planète, donc c'est la vie, quoi, voilà. Et on ne me demande pas mon avis. Et là, elle me répond, bah si, il y a les élections. Alors, non mais c'était pertinent comme réponse, mais du coup, ça me fait réfléchir. Je lui dis, ah oui, ok, les élections. Donc, je reviens à mes scénarios, là. Si 51%, on fait un référendum sur les scénarios de l'ADEME, 51% des gens choisissent le scénario 4, le suicide collectif. Donc, je dois me suicider avec les 51%. Moi, je suis dans les 49%, je dois me suicider avec les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a des innovations démocratiques à développer là, parce que moi, je ne suis pas d'accord de me suicider contre mon gré, en fait. Donc, est-ce que la majorité relative, machin, c'est encore d'actualité pour gérer les transformations qui nous préoccupent là? Je pense pas. J'ai pas de solution à vous proposer, mais en tout cas, je pense que c'est pas adapté. Voilà, donc des innovations démocratiques, et nos lieux aussi sont des lieux importants pour sortir ces innovations-là. Autre levier pour faire système, alors je parle sortir de la boîte. Vous parliez de limiter la production. Alors, il se trouve que le réseau national des ressourceries donc, a fait une campagne contre la face déco avec Zero Waste il y a quelques mois. Donc plus 80% de mise sur le marché de petites grenouilles en plastique, de porte-manteaux, de petites tables jetables, enfin donc des objets de très mauvaise qualité fabriqués dans des conditions indignes et importés de l'autre bout du monde. Voilà, donc on dénonce ça. Et dans la conférence de presse, il y a une journaliste qui me dit ouais, mais enfin, on ne peut pas interdire de produire quand même. Alors je dis, oui, à produire, la liberté d'entreprendre, c'est important, mais la liberté de respirer un air pur, la liberté de respirer une eau sans PFAS, la liberté c'est pas important? Il faut peut-être pas revoir la hiérarchie des libertés, là? Non, mais vous voyez à quel point on est formaté, là, tellement... Ça fait 40 ans que le libre-échangisme, j'allais dire, enfin, économique... Concept. Non, mais en fait, c'est peut-être... Il y a une conf là-dessus tout à l'heure. Ouais. Non, mais on est tellement là-dedans que les entreprises doivent faire qu'elles veulent, il ne faut pas les freiner, il ne faut pas les encadrer, il ne faut pas les machiner, qu'on ne sait plus penser autrement. Alors là, moi j'ai un exemple, alors, je ne sais pas, vous allez en entendre parler, la filière textile, là. Alors on a parlé de l'ultra fast fashion, tout ça. Mais ça y est, elle arrive, c'est comme la marée là, elle arrive dans nos lieux. Nous, on collecte du textile. Tout est mondialement bloqué sur le textile. C'est-à-dire que nous, on regorge de textile, le relais qui ne peut plus, il y a des plateformes de tri, les opérateurs lucratifs ne peuvent plus non plus, le canal de Suez est bouché à cause des pirates, je sais pas quoi, le canal de Panama a triplé son... Enfin, donc, on bouge plus. Et donc, du coup, nous, les particuliers nous emmènent dans le textile, mais on ne sait plus où le foutre, quoi. Non, mais en Martinique, c'est une catastrophe. Voilà. Donc là, au bout d'un moment, donc on est auditionné par le ministère des inspecteurs qui nous disent comment faire pour l'export, etc. Je dis mais c'est pas le problème, c'est pas l'export, là, c'est l'import. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ça rentre, en fait. Je veux dire, il fut un temps, dans les années 90, il y avait des quotas de textiles. On limitait l'entrée de textiles dans le territoire européen. Et puis ces quotas, les accords multifilms ont été supprimés en 2005. Et maintenant, on est complètement submergé. En Martinique, là, alors les îles, c'est intéressant, parce que les limites planétaires, dans les îles, on les prend en pleine face. Donc j'en suis au point de dire, peut-être qu'il faudrait faire un projet pilote en Martinique pour empêcher l'import de textiles. Voilà. Donc effectivement...
Sortir de la boîte, ça peut dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être cadrer les industriels et limiter la production de façon pas en incitant, en engageant, mais en interdisant. Voilà, enfin, ce mot est compliqué à voilà. Oui, alors autre point sur sortir de la boîte. Nous, on est confrontés aujourd'hui à des collectivités qui veulent absolument créer des ressourceries recyclées avec des SIC. J'adore les SIC, hein, sociétés civiles d'intérêt collectif. Ah oui. Ok, moi j'adore les SIC. J'ai un petit problème avec les SIC, c'est que c'est dans le champ lucratif. Lucrativité limitée, certes, mais lucratif. Donc, je me suis retrouvée avec un DGS dans les Hauts. J'ai dit pourquoi vous voulez créer une SIC à la place d'une association à 1900, très facile par ailleurs à créer, etc. Il me sort 3 arguments. J'ai dit mais les 3 arguments, vous pouvez l'avoir dans une asso. Il me dit ok. Alors pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que ce qui n'est pas capitalistique n'est pas crédible en fait. Alors les assos avec des bénévoles, machin, bon, c'est pas très sérieux, c'est pas très professionnel, c'est insupportable. Le professionnalisme de faire des merveilles avec rien, voilà. Venez voir dans nos assos ce qu'on fait, voilà. Donc c'est vraiment extrêmement important ça parce que quand je dis que les 500 ateliers d'autoréparation de cycle contribuent à l'atteinte de 30% des objectifs de réemploi nationaux, waouh. Ça jette. Quand on met les gens à la manœuvre, là, les citoyens avec leurs bénévoles, là, ils font des trucs dingues. Voilà, peut-être... moi, je parle trop aussi, non ? Mais pas du tout. On va se garder quand même 20 minutes pour échanger avec la salle, parce que là, tu as envoyé quand même quelques trucs. Je pense que je vais réagir. Je voudrais juste finir sur un point, du coup. Un plus, ouais, vas-y. Voilà, alors c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai d'autres dadas aussi. Alors, mon dernier dada, c'est que, voilà, nous... Le réemploi, donc avec la loi AGEC, Agir pour une économie circulaire contre le gaspillage, donc, a mis le réemploi vraiment, notamment à l'ordre du jour, notamment au travers des fonds réemploi. Les fonds réemploi qui sont un financement, je ne vais pas détailler là, mais qu'on a obtenu, c'est la société civile qui l'a obtenu, hein, ce n'est pas le législateur qui nous a donné comme ça, parce qu'on a fait un gros plaidoyer derrière. Ils nous disent, bon, bah non, il faut passer à l'échelle, hein, scaling up du réemploi. Alors, évidemment, dès qu'on parle de passage à l'échelle, on pense entrepôt, Amazon, camion, système d'information, truc, voilà. Et parce que c'est comme ça que ça se passe depuis 40 ans. Hein, c'est la pensée continentale d'Édouard Glissant. On centralise, on uniformise, on diffuse la même chose partout dans le monde à coups de supertankers, etc. Et là, nous, on dit, ce n'est plus la bonne méthode. Voilà. On parle de s'émanciper de la logique industrielle. On peut faire masse différemment. On peut faire masse en mode archipel, en connectant des structures à taille humaine, très maillant le territoire. En plus, sur la question de la prévention des déchets, hein, la loi dit qu'il faut traiter le déchet au plus près de son point de dépôt. Donc, s'il y a un point de dépôt tous les 800 km, ça ne marche pas. Donc, de mailler le territoire avec des structures qui peuvent faire le job et qui, connectées ensemble, vont faire l'étonnage. Ben oui, on peut le faire, mais on change de méthode. N'est-il pas temps de changer de méthode? Voilà, je finis là-dessus. Merci. Bon. Donc maintenant, on va voter. Voilà, c'est ça. Alors, je vous propose parce que là, il nous reste une vingtaine de minutes, qu'on prenne un peu de temps pour échanger avec vous. Je vais passer un micro. Il y en a un déjà, ok. Il y a un micro qui circule, vous levez la main, on le fait simplement. Voilà. Mu est là-bas. Ici, voilà. Et je peux en faire passer un autre par là aussi. Merci, je commence. Vas-y. Ouais, bonjour, merci pour l'exposé. On se connaît un peu avec Catherine. Je vais évidemment aller totalement 95% dans ton sens. Juste, je sais pas une question, c'est une remarque et un point d'attention à propos des nouveaux modèles démocratiques à développer. C'est que pour fonctionner en archipel, on a besoin de... En fait, le point stratégique devient le point... les points stratégiques deviennent les points qui gèrent les communications et la mobilité. Et que, en fait, du coup, c'est dans ces endroits-là qu'il faut investir démocratiquement. En fait, parce qu'en fait, si on veut bouger, il va nous falloir du rail. Il vaut mieux le rail que l'avion ou le camion. Y compris parce qu'il y a des moments où en agriculture, enfin si on pense à la question de l'agriculture, il y a des moments où on va produire du blé quelque part, il va y avoir une sécheresse de l'autre côté, et comme on a la capacité aujourd'hui de le faire, ça serait con de s'en priver, et donc on va être obligé de transbahuter des hectolitres de blé de l'endroit où c'est surproduit à l'endroit où il y a la famine.
Et donc, rail, bateaux, etc. Et que c'est des endroits qu'il ne faudra peut-être pas laisser à la CMA-CGM la capacité de gestion, parce que c'est eux qui vont faire le plus de pognon derrière, et qu'il faudra du coup prendre le contrôle des outils pas de production, mais de transport, voilà, collectivement. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question, remarque? Oui. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est, elle est peut-être utopiste, mais que ce soit la réflexion des tiers-lieux qui amène à chercher un changement et une autre méthode de fonctionnement. C'est plutôt l'inverse. Moi, je suis souvent confrontée à des personnes qui ne comprennent pas ce sens-là. C'est de faire l'inverse, de pas des décisions d'en haut vers le bas, mais d'aller vers le bas et leur faire entendre raison pour pouvoir qu'il y ait moins de consommation. La consommation, c'est les gens lambda qui la font. Ils sont dans un système où ils surconsomment. Donc automatiquement, bien sûr, il y a de la surproduction. Et il faudrait inverser ça, mais il faudrait une grosse prise de conscience au niveau de la population. Je vais faire une réponse très partielle de mon point de vue du design, notamment parce que pour arrêter de produire, il faut des volontés politiques, certes, peut-être, mais aussi dans les formations qu'on donne aux gens qui sont... le métier la formation de designer produit des objets, elle doit être en crise. Et elle doit être en crise parce qu'on doit arrêter d'apprendre à concevoir. Maintenant, on doit apprendre à réparer. On doit apprendre à mettre en place des systèmes de réparation pour arrêter de faire des nouveaux objets. Et ça vient aussi des gens qu'on forme. Il faut arrêter de faire croire c'est comme l'architecture est en train de changer. L'architecture est en train d'apprendre, enfin c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui, mais la réhabilitation des bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on forme les designers pour qu'ils deviennent des réhabilitateurs d'objets? Et ça, c'est important. Un objet qui n'a pas été pensé pour être réparé, parce que c'est le cas de 90% de nos objets. Comment est-ce qu'on arrive avec l'intelligence qu'on a pu avoir et l'apprentissage qu'on a pu avoir pour trouver une solution pour le rendre réparable et toujours fonctionnel et éventuellement désirable? Et donc ça, je pense que ça fait partie, c'est une toute petite partie de la réponse, mais en tout cas, elle est importante. Il faut arrêter de former des concepteurs qui forment de zéro. Il faut apprendre à réhabiliter. Voilà. Je peux réagir je pense qu'en venant, je me disais, mais il y a vraiment un système de poupées russes pour faire système. Il y a des petites poupées qui s'enchassent. C'en est une hyper importante, ce que vous dites là. Et d'ailleurs, s'il y avait un cap clair, ça pourrait faire partie des politiques publiques de revoir les cursus de certains. Mais pour répondre à madame, je pense que vraiment, depuis très longtemps, on culpabilise le consommateur. Hein. C'est aussi, vous triez mal, vous consommez trop, etc. Qu'on ait tous à faire des volte-face là-dessus. Bien sûr, il faut qu'on change. Indéniablement, il ne faut pas dire que ce n'est pas le sujet. Mais très clairement, il n'y aurait pas de surproduction, il n'y aurait pas de surconsommation. Voilà, point. Il n'y a pas, on ne consomme pas. Voilà. Or, on est quand même dans un contexte où on a la disparition de milliers d'espèces vivantes, de biodiversité, de pollution. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste laisser ces sujets. S'il y avait le feu, on dit non, on interdit. Enfin, je veux dire, l'interdiction est adaptée eu égard aux enjeux dramatique sur la nature, sur la biodiversité et la pollution. On ne peut pas laisser ça au libre changement de comportement, les gens ils veulent pas. Enfin, c'est pas responsable en fait. C'est là où il devrait y avoir des politiques publiques. Alors après du débat démocratique, il ne s'agit pas de se transformer dans un truc qui tombe, etc. Mais il n'y a pas de débat démocratique aujourd'hui sur tout ça. C'est ça qui est extrêmement grave. On n'arrête pas de parler des immigrés. C'est insupportable, alors que la terre brûle, que les espèces de papillons disparaissent, etc. Donc s'il y avait du débat démocratique, on pourrait, et d'ailleurs, quand on le fait, on se rend compte, la Convention citoyenne pour le climat, on a mis des gens, etc., ils ont des propositions un peu radicales quand même, hein, finalement, parce qu'ils ont compris que c'était grave, en fait, et que donc il faut des mesures à la hauteur de la gravité. Voilà. Ok. Bon, la question que j'avais posée, c'était déjà presque répondu ici. C'était le rôle de design, effectivement, dans l'éducation et comment former les nouveaux designers. Après, la question que je me pose aussi, c'est la notion, quel est le rôle de l'éthique dans le design, finalement. Parce que finalement, quand on parle de consommation, de production, effectivement, il y a un rôle d'éthique de comment va être consommé, comment va être réparé, comment va être...
je ne sais pas, pour vous, en tant que votre expérience en tant que design, est-ce qu'il y a des discussions autour de, OK, si on va créer un nouveau produit, comment intégrer cette notion d'éthique, effectivement pour les vivants et les non-vivants? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de designers en action aujourd'hui qui se posent ces questions-là et qui aussi, s'ils n'ont pas forcément été formés à ce positionnement, en tout cas le prennent aujourd'hui et se posent, enfin, systématiquement remettent en question les demandes qu'on peut leur faire en cherchant à moins produire, à défuturer, enfin aussi à renoncer, à accompagner justement ces protocoles aussi d'arbitrage un peu technocritique sur ce dont on a vraiment besoin, ce qu'on accepte vraiment comme technologie. Et donc je pense qu'il y a quand même une sorte de mouvement général chez les designers, y compris dans les grands groupes, justement un peu de positionnement de plus en plus radical, même si c'est sûr que, enfin là quand je t'entends, enfin tout ce que tu dis c'est génial et tu le dis super bien et je pense qu'on a besoin d'avoir ton discours, mais c'est vrai que du coup après en tant que designer on se sent un peu à la fois on est au meilleur endroit pour agir parce qu'on est en effet directement en contact avec l'industrie ou avec le monde de la production des objets ou avec les matières, etc. Et en même temps on n'est pas seul décisionnaire. Enfin, donc on ne peut que essayer de s'articuler avec un maximum d'acteurs, d'être à la fois, du côté de la biologie, de la chimie des matériaux, enfin de connaître ce qui compose notre monde, enfin de l'anthropologie, l'ethnologie, et en même temps de travailler avec les citoyens. Et en même temps, on n'est qu'un petit rouage d'une machine qui nous dépasse. Et j'ai l'impression que, enfin, souvent on arrive à cette conclusion. Quand on a ce genre de discussion, il y a un système qui nous dépasse et du coup, en tant que designer, est-ce qu'on n'est pas forcément un peu impuissant souvent en fait, enfin, même si il y a cette pratique critique qui prend de plus en plus de place. Je sais pas si on pourra faire. Je sais pas si c'est le design qui va sauver le monde, quoi. Enfin, Pour ajouter ce que tu dis, enfin, en effet, quand on est designer, on est un peu pris entre deux feux, genre je dois produire des choses et en même temps, je n'ai pas envie de pourrir la planète. Mais pour répondre à ce que tu disais, en fait, quand on est designer dans l'industrie, on nous demande de faire des objets pour les vendre. On ne nous demande pas de faire des objets pour éviter que les papillons meurent, on nous demande de faire des objets pour les vendre. Donc c'est là où, en fait, c'est hyper difficile d'avoir une pratique industrielle du design dans un environnement capitalistique qui réponde pas à ça. En fait, moi, on m'a jamais demandé dans l'industrie de faire un objet qui va... Alors si, on me dit, essaye de faire un truc moins pire. Mais en fait, le but à la fin, c'est qu'il faut vendre 1 million de trottinettes roses. Et que c'est ça, le but de l'entreprise. Donc ça vient de plus loin et ça vient de plus de choses. Et je pense que tu voulais réagir, Catherine. Je veux dire, nous, dans les ressourceries, on vit un peu ce que vous vivez d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on est intégré dans la chaîne de valeur de délire. Je veux dire, nous, on récupère tout. Hein. Non, on est intégré dans la chaîne de valeur des gens qu'on dénonce. Voilà, donc on en est tous là en fait. Hein. Après, là où on se dit, mais si demain tout ce délire de la surproduction s'arrêtait et qu'on n'avait plus rien, on changera. On fera de la réparation, ce qu'on commence à faire beaucoup plus. On fera du prêt, de la location, de l'économie de la fonctionnalité, etc. Moi, j'entends ce que vous dites et en même temps, ça pose la question de l'espoir. Non, mais vraiment. Enfin, parce que du coup, on se dit, ok, en gros, on est dans une machine là qui nous broie, nous écrase, on voit pas où est la sortie. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la sortie collectivement ? Alors, c'est dans l'obscurité que laissent les étoiles, blablabla, il y a plein de trucs, hein, mais je pense que c'est vraiment important de tout en étant obligé de faire ces compromis, ces concessions qui sont parfois difficiles, de continuer à élaborer et à tirer où on peut, parce que chacun on est à des endroits différents, du bon côté de la lumière, quoi. Hein. Mais je pense que ces concessions, elles doivent pas nous enlever notre énergie ou alors des fois ça devient de la souffrance éthique. À ce moment-là, il faut partir. Mais j'ai envie de dire, on en est un peu tous là et gardons quand même cette énergie de volonté de changement, sachant que quand j'ai parlé des poupées russes, effectivement, il y a plein de niveaux. Et à un moment donné, il y a un niveau politique, bien évidemment, et on aimerait bien qu'il y ait aussi une alternative politique. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui... Moi, je lis des journaux un peu sensibilisés à l'écologie, etc. Je pense Le Monde, par exemple, ou France Culture, et je suis toujours frappée au bout d'un moment, ils disent « Oui, il n'y a pas assez de croissance, donc on ne va pas s'en sortir. » quoi.
Alors que tout le monde dit que la croissance, ça nous tue collectivement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir ces contre-modèles, à les installer de telle sorte que, bon, on dit oui, il faudrait changer, mais finalement, quand on commente l'actualité, on reprend les repères d'avant, quoi, qui sont pas bons, en fait. Donc oui, la route est longue, mais donc il faut s'y mettre maintenant, quoi. Voilà, c'est un peu mon point. Ouais. J'y vais. Bon, déjà, merci beaucoup pour vos 3 interventions. Elles étaient assez ouf, comme toujours. Et ça faisait du bien. Je me dis, on oscille souvent, notre dernière conversation, Catherine, tu m'avais dit, il ne faut jamais perdre notre espoir, l'utopie, le faire ensemble et continuer à porter ce qu'on porte. En même temps, des fois, c'est compliqué quand on voit qu'on ne va pas assez vite. Et les signes que ça commence à aller mieux ou que ça continue à aller mieux, ils sont là. Par exemple, dans nos lieux, on reçoit beaucoup de designers et surtout d'étudiants et étudiantes designers. Tous maintenant, les sujets qui sont choisis, c'est la réparation, c'est la documentation, c'est mettre de la poésie dans le design. Enfin, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques que quand moi je suis arrivé en 2015. Il y a une vraie évolution. Néanmoins, ça ne va pas assez vite. Et on oscille entre cet espoir qu'on apporte quelque chose et en même temps un monde qui nous rattrape tout le temps, sauf que la nécessité de changer, elle est maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps, il y a une limite qui a été posée. Et la question que j'avais, c'est on a fini un moment politique à faire tiers-lieu qu'il y avait à Toulouse par résumer ce qu'on devait faire, c'est faire ensemble, faire la fête et pas oublier aussi d'avoir de la joie. Et la dernière, c'est faire du sbull. Et comment on fait le sbull? Donc c'est le foutoir. Comment en fait tout change et comment on arrête tout? Et la question que j'ai, c'est comment en fait on enclenche? Comment on arrête de se compromettre? C'est bien. Il faut y aller petit à petit. Le temps long de notre mouvement, il est ouf et on voit des choses. Mais là, il faut aller plus vite. Et quelles seraient vos solutions pour vraiment faire le sbull et tout changer? Du coup, merci beaucoup pour votre intervention par rapport à la question de la surconsommation. Moi, j'aime bien le côté historique, c'est de dire on n'a pas commencé à surconsommer parce qu'on avait envie, on a commencé parce qu'on avait des usines et qu'on ne savait pas quoi faire de ce qui sortait des usines. Donc on a dit, bon, il va falloir que vous consommiez parce que j'ai une usine, maintenant j'ai investi. Commencez à utiliser ces trucs, quoi. Et l'obsolescence programmée n'est pas venue parce qu'on avait envie de faire de l'obsolescence programmée, parce que l'usine a continué à produire des trucs et qu'on était en mode, bon, vous voulez plus le consommer, donc on va faire des trucs qui ne tiennent pas la route. Donc je pense qu'il y a une question de, est-ce qu'on n'arrête pas les usines? Et donc mon retour était par rapport à la question de, ok, comment on fait le scaling up? Ça marche bien quand on a la production, on dit on construit une usine, moi je peux construire une usine, je suis ingénieur, je sais construire un truc qui produit plein de trucs, et puis faut les distribuer. Mais si on dit, il y a une forme de simplicité dans la prise de décision, et du coup on peut utiliser plein de matériaux, plein de complexité dans l'utilisation, dans la réutilisation, etc. Mais au final c'est assez facile de faire justement ce scaling up. Par contre, moi je suis tout à fait d'accord, hein, moi je veux aller vers, on relocalise, etc. Mais la complexité vient dans la prise de décision et dans l'éducation en fait, de tout le monde, de la gestion de tout ça. Or, on dit dans le même temps, on veut de la démocratie, ce qui n'est pas non plus hyper rapide, et on est en crise et il faut qu'on agisse vite. Comment est-ce qu'on combine cet aspect de cette transition se fait sur le temps long? Si on parle de la couleur et de la patine, c'est une question d'état de surface. C'est pas une question, c'est on a un bout de bois, la patine, en fait, entre la surface du bois et l'intérieur du bois, ça reste du bois. On a un bout d'acier, entre la surface de l'acier et l'intérieur de l'acier, ça reste de l'acier. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cette transition où on doit être de l'éducation et dans le temps long, dans la réflexion autour de la matière, des bâtiments, de nos organisations dans le temps long, et en même temps dans la décision rapide, et en même temps dans une prise de décision qu'on se veut aussi démocratique. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est 51%, 49%. Hein. Je pense qu'on est plus sur du... Ouais, 90, il y en a 10 qui disent en fait, on ne sait pas trop, et les autres qui se disent on est sûr qu'on ne veut pas, mais on ne nous demande pas notre avis, quoi. En fait, c'est la même question que... mais dites de façon plus... je sais pas. Comment on renverse la table, quoi. Parce que comme ça, je comprends. Vous voulez vous lancer? Non, franchement, c'est super dur comme question parce qu'en fait, évidemment, on n'a évidemment pas la réponse aussi simplement en une phrase, mais c'est très bien formulé et c'est déjà important de savoir bien l'énoncer.
Je sais pas. Je pense qu'à la fois, en effet, il faut modifier sûrement nos manières de consommer, d'être sensible à ces questions-là, parce que là, on est entre nous, globalement du même bord politique et globalement quand même convaincus par à peu près les mêmes choses sur ce qui concerne la surpopulation d'objets qui nous entourent. Mais il y a un travail de sensibilisation et d'éducation à faire, pas seulement chez les designers, mais aussi chez tout le monde. Enfin, et je pense que c'est en route, mais pas suffisant. Et puis pas que en France, enfin non plus quoi. Tu veux développer? Tu sais, en fait, à l'époque de Gandhi, l'idée c'était de dire on produit le coton, on l'envoie en Angleterre, ils font les habits, on leur achète. Et en fait, Gandhi a dit non, mais chacun va prendre un atelier, un métier à tisser, et tous les Indiens vont se tisser leur fringue. Ça a été le début de la révolution qui a fini par aboutir à un truc complètement con, c'est qu'ils sont devenus les producteurs de tissus pour le monde entier. Ça a trop bien marché, quoi. Mince. On est un peu excessif. Oui, oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je ne suis pas trop léniniste. Hein, le renversement trop rapide de la table oui, c'est ça. présente des risques. Hein, surtout que non seulement ils sont devenus producteurs de tissus pour le monde entier, mais en plus ils sont bastonnés entre hindous et musulmans sur cette base. C'est une autre histoire. Mais quand même l'idée de dire ils ont quand même réussi à faire un mouvement en allant de village en village, en faisant ce travail de sensibilisation qu'on essaye chacun à notre échelle de faire. Donc c'est possible, mais ça prend un peu de temps. Ceci dit, sur la question de la démocratie, puisqu'on est en train d'en parler quand même, sur le mouvement des tiers-lieux, a essayé de se rapproprier aussi certaines initiatives citoyennes qui avaient plutôt du sens. Donc je pense à la Convention citoyenne pour le climat, où il y a eu la volonté de réactiver un peu les propositions des citoyens dans les tiers-lieux, de les faire vivre localement, ce qui a plus ou moins bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est en train de travailler une autre question qui est celle des doléances, puisqu'on a demandé leur avis aux citoyens qui ont pris quand même le temps d'aller écrire dans des cahiers dans les mairies qui étaient ouvertes, des propositions, des observations, etc., et qui n'ont pas été suivies ensuite des faits. Donc, à tel point que si vous voulez voir les doléances aujourd'hui, il faut aller aux archives départementales, de voir si elles ne sont pas classées, etc. Enfin, c'est tout un zbeul, comme diraient certains. Et donc, il y a une action collective dans le mouvement tiers-lieu à l'Asso national sur les questions des doléances. Donc, si vous voulez, vous allez sur le stand de la compagnie des tiers-lieux et de la NTL en sortant, et on pourra vous en dire un petit peu plus. Je peux juste répondre Oui. Bon, vas-y. J'essaie de répondre à comment on fait le sbol là. Alors moi aussi je lis cet été j'ai lu la correspondance entre Romain Rolland et Gandhi parce que je me pose la question, voilà. Et alors Gandhi vraiment très 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 radical hein, qui disait mais il faut faire sécession en fait. Voilà. Alors payez plus vos impôts, ça suffit pas. Il faut retirer vos enfants de l'école, il faut plus aller à l'hôpital et tout. Alors, tout le monde déprime à mort. Donc voilà, effectivement, faire sécession, mais c'est quand même... Les enfants vont être d'accord avec ça, je pense. Oui, c'est possible. Moi, je pense que nous sommes des êtres, nous les êtres humains, là, sur Terre, des êtres de langage. Et je pense que, et c'est Hannah Arendt qui disait, les mots justes prononcés au moment X sont de l'action. Voilà. Donc je pense que et ça m'amène à vous parler de le fait qu'on remonte en fierté. Parce que le fait qu'on ne nous finance pas, qu'on est toujours à mendier de l'argent, qu'on a l'impression qu'on manque de considération, etc., ça finit par entamer en fait le narcissisme global de tout le monde, quoi. On finit par se dire, on est des... Bon, voilà. Enfin, ce que je veux dire, ça a de l'effet en fait. Hein. Quand vous voyez les start-upers, ils n'ont pas de problème de narcissisme. Hein. Ils sont gavés de pognon, ils disent on est des gens formidables. Quoi. Enfin, bon. Donc je pense que travailler notre fierté, se dire que ce qu'on fait, c'est essentiel, c'est vraiment fondamental, et être fier de ça, le revendiquer, arrêter de baisser la tête, c'est vraiment fondamental. Et je reprends sur cette histoire de professionnalisme, j'étais à Rennes la semaine dernière, et l'élu passe en disant oui, vous êtes formidable, mais c'est bien que vous deveniez plus professionnel. Bon, après il s'en va. Et bon, alors c'est pas bien de dire du mal. Ça n'appelait pas de réponse, quoi. Ouais, et j'ai dit, mais moi, ça me gave cette histoire de professionnalisme. Enfin, il faut savoir comment on fait de réemploi dans les ressourceries, le soin qu'on prend aux objets, aux gens, aux territoires, aux bénévoles. Enfin, on est professionnel. Stop, quoi.
Arrêtons avec ce truc-là. Et je pense que des boîtes on est hyper efficient. On a les boîtes du CAC 40, elles peuvent venir voir comment on est efficient. C'est-à-dire comment on arrive à faire des choses incroyables avec pas grand-chose. Donc ça aussi. Donc je pense collectivement se dire que nous sommes l'avenir, nous sommes des modèles d'avenir, que c'est vraiment important. Autre élément de la bataille culturelle, alors, je vis ma vie de tête de réseau, je pense qu'on joue un rôle important. J'étais hier à une réunion à l'ADEME sur l'Observatoire du réemploi, une exigence européenne à décliner, etc. Avec Emmaüs, et on s'est retrouvés avec cash converteur, machin, truc, que des mecs, en plus, où je me suis mise à parler. Il m'a dit, madame, vous parlez trop. Ok. En m'interrompant, évidemment. Et alors là, je lui dis, le m'interrupting, là, c'est bon. Donc ça a démarré très très fort la réunion. Je lui dis, on va tous s'étriper, ça va être un cauchemar. Et puis à la fin, j'ai dit, écoutez, nous sommes minoritaires, mais le droit des minorités, il existe. Donc nous, on veut que vous rajoutiez la fonction sensibilisation, là, collecte, valorisation, l'autoréparation, les ateliers, les bénévoles, les machins, on leur a tout foutu. Et à la fin, on avait dans l'observatoire, on existait, quoi. Voilà, donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que le Buzzle bidule, là, en fait, les têtes de réseau, le SBUL, c'est vrai qu'on a des victoires symboliques comme ça à Garnier, qui est liée à notre fierté, parce que franchement, si j'étais pas convaincue de ce que je dis, on se met comme des petites souris et puis on laisse Cash Converter dérouler son truc, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment important, et ça on peut le faire. On a la main là-dessus. En fait, c'est tout de suite maintenant, on n'a pas à attendre. Donc ça, c'est bien. Pour le reste, après, les mouvements collectifs, tout ça, c'est quand même très mystérieux. Il faut qu'il y a l'étincelle qui prend, les gilets jaunes, voilà. Moi, je rêve d'un truc comme ça pour que l'armée de l'ombre des gens qui font des choses essentielles se lève et puis bloque tout, oui. Au moment, peut-être y arriver, je sais pas. Oui. J'ai peut-être un élément d'espoir et une question à Catherine, élément d'espoir pour vous raconter d'où je pars et d'où je parle. Je suis designer et maintenant responsable d'un Fab Lab dans un centre de sciences. Donc notre métier, c'est de faire de la médiation en sciences. Lundi, dans le cadre d'un projet européen, on était dans une entreprise à Châtellerault avec des jeunes d'une mission locale pour leur montrer Plaxtil, une boîte qui s'est fait connaître pendant le Covid en recyclant des masques pour en faire des règles et des rapporteurs pour les écoliers. Bref, on avait des jeunes, ils avaient zéro connaissance sur les métiers du recyclage, du remploi. Moi, je suis convaincu de la touche d'espoir, et le directeur de ce groupe-là m'a dit, ce que vous faites, c'est bien et c'est ce qu'il faut faire, les visites de sites industriels, parce que ça permet aux jeunes adultes, a fortiori des jeunes de mission locale en situation compliquée, de se rendre compte de comment est fait notre habitabilité du monde. J'abonde en votre sens. Vous designeuses qui avez parlé, il faut se rendre compte de quoi est fait notre monde. Le meilleur moyen, c'est d'aller voir les entreprises, les usines. La question que j'ai pour Catherine, c'est du coup, quel est votre rapport et vous, comment vous vous positionnez à côté, face, contre, j'en sais rien, vis-à-vis de ces entrepreneurs, entrepreneuses qui portent des solutions sur le territoire, parce que le discours que j'ai eu avec ce monsieur, Jean-Marc Neveu, pour le citer, il a le même problème du Gaulois. Face au lobby du pétrole et tout. Il dit, moi mon polypropylène recyclé, il coûte 15 € le kilo, alors que le vierge, il coûte 2 € le kilo. Et en fait, ils sont porteurs de solutions qui sont magnifiques, parce qu'il y a de l'insertion, parce qu'il y a de la polyvalence, il y a de la transdisciplinarité, il y a un studio de design et une galerie d'art dans son hangar. Enfin, c'est une utopie en soi, mais il n'y en a que trop peu. Enfin, moi, je suis de Bordeaux, on est obligé d'être allé à Châtellerault pour trouver ça. Bref, vous, comment vous vous positionnez, vous qui êtes dans le réseau associatif, parce que j'ai loupé, désolé, la partie brûlons le capitalisme, mais il y a des gens qui sont insérés dans un système capitaliste qui essaie de faire les choses autrement. Comment vous vous positionnez face à ces gens-là ? Ou à côté, je ne sais pas, quelle est votre posture ? Bon, déjà, on ne stigmatise personne, donc on n'est pas du tout. Alors après, nous, moi, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec le DG de Manutan, voilà, pour voir ce qu'on peut faire. Moi, je vais toujours au contact, je vais voir. Après, je pense sincèrement que le but lucratif n'est pas le sens de l'histoire. Voilà. Quand vous avez vu les scandales sur les EHPAD, des scandales sur les crèches, enfin, quand on tire le but lucratif tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est totalement destructeur, et je pense que
Benoît Hamon fait des très belles tribunes là-dessus en disant qu'on pourrait décider que certains secteurs désormais on doit extirper la lucrativité. On crève de l'argent quand même. Bon. Donc nous, effectivement, on est militants du fait non lucratif. Donc par rapport à ça, effectivement, tant que les produits neufs ne seront pas vendus au coût juste, c'est-à-dire qui reflètent la consommation des ressources naturelles qu'ils épuisent, du pétrole, du machin, il n'y a aucune chance que le recyclage se développe massivement. Le réemploi, alors le réemploi, non. Enfin, je veux dire, vous avez aujourd'hui des machines à laver qui viennent de Chine, toutes collées à l'intérieur, à 100 balles, neuves. En vie, ils n'arrivent pas là à faire face, hein, quoi. Donc effectivement, personne n'y arrive. Après, voilà, moi, c'est vrai que j'ai lu une tribune sur des jeunes industriels du textile qui militaient pour qu'il y ait effectivement une protection de leur secteur vertueux, relocalisé, pas polluant, etc. C'était des industriels avec des capitales dans leurs entreprises. Ils ont raison. Enfin, voilà. Voilà. Donc, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a on est des alliés objectifs sur ces questions de réemploi, de recyclage, parce que voilà, on vit dans un truc délirant où les produits neufs ne sont pas vendus au juste prix. Après, derrière nous, il y a quand même une vision de société que l'argent soit au service, hein, et non pas à mettre, hein, voilà, et qu'il soit au service du collectif et pas seulement de quelques individus. J'ai un peu de mal avec ça, quoi. Dans le momentum où on a des problèmes d'inégalité sociale majeure, où la question du partage se pose, etc. Donc oui, on discute. Alors après, moi, le problème que j'ai, on va avoir un rendez-vous avec Guy, le fondateur, prochainement. Là où j'ai un vrai problème sur ces nouveaux entrants, tout le monde peut se pointer et faire des trucs s'il n'y a pas de problème, c'est quand ils n'ont aucun regard et aucune réflexion préalable sur les effets de bord de leur nouvelle activité sur les acteurs historiques qui font le job depuis 40 ans. Ouais. Quand effectivement, on va échanger, hein, avec le fondateur de Give, là, mais qu'il ouvre une boutique dans un centre commercial à Toulouse où les gens peuvent aller gratuitement chercher des objets alors qu'il y a la ressourcerie à côté, alors que ça coûte 2 ou 3 balles, mais ça coûte 2 ou 3 balles versus gratuit. Il s'est posé là, je vais lui demander, vous vous êtes posé la question on va faire le job, mais on fait le job alors que sa boîte elle existe depuis 2 ans. Voilà. Donc ça c'est quand même un problème. Et là on revient sur les histoires de fierté, c'est-à-dire que du manque de considération quand même que ces acteurs peuvent avoir vis-à-vis des acteurs associatifs qui sont vus comme des branleurs non professionnels, un peu amateurs, machin, truc, bidule, pas très sérieux, quoi. Là, nous, on a besoin de récupérer en fierté, mais eux, ils ont besoin de nous revoir avec un peu plus de considération aussi. Voilà. Merci. Je pense qu'on va... Juste un dernier mot pour la fin, parce que, juste pour apporter la touche d'espoir, il y a 15 ans, c'est des questions dont on ne parlait pas. Parce que moi, j'ai fait mon projet de diplôme sur la question du réemploi et c'était un grand pas moment le sujet. De solitude. Ça n'existait pas. On jetait les fruits et les légumes pas calibrés. Donc, 15 ans, ça paraît long et en même temps, ça l'est pas tant que ça. Donc, les choses avancent peut-être pas assez vite, mais quand même, elles avancent. Voilà. Mais carrément, bravo. Bon. On va arrêter là. Je vous propose de venir en discuter après avec les intervenants. On va arrêter là parce qu'il va falloir qu'on aille manger et ça c'est hyper important. Donc merci pour la qualité d'écoute et des échanges. Bravo aux intervenantes. Et on se retrouve cet après-midi. Il y a tout un programme de regards croisés. À tout à l'heure.